Bienvenue pour parler Europe sur Radio VFM avec Nicolas Beaublin du Créant Europe Direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors comme on le sait, le 26 mai prochain, les citoyens européens auront la possibilité de voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Pour ce carrefour rural européen des acteurs normands et cette séquence aujourd'hui, ça va être l'occasion pour nous de rappeler le rôle de ces députés européens, Nicolas. Oui, tout à fait. On a décidé de rappeler l'importance donc de cette institution, mais aussi son histoire. Comme je vous l'ai rappelé lors de mes deux dernières interventions, en tant qu'historien, ça me tient particulièrement à cœur donc de rappeler cette histoire particulière, pas comme les autres, et de partager avec vous donc les 8 dernières élections européennes et leurs péripéties, pour ne pas oublier ce qu'est le Parlement européen. Bien évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce qu'est ce Parlement européen, Nicolas? Oui, petit rappel encore, donc le Parlement européen, c'est la seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L'élargissement progressif de ses compétences lui permet aujourd'hui de détenir le pouvoir législatif aux côtés du Conseil des ministres. Par ailleurs, il dispose d'un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne. Donc Nicolas, lors du précédent épisode de notre dernière séquence, nous étions restés aux troisièmes élections du Parlement européen en 1989. Qu'en est-il pour la suite? Alors les élections européennes de 1994 représentent un point de rupture institutionnel avec les 3 scrutins précédents. En effet, elles suivent l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en novembre 1993, donnant naissance à l'Union européenne. On a désormais une Europe porteuse d'un message plus politique, social et même culturel. Est-ce que le nombre de députés européens a évolué? Oui, en raison d'un changement historique qui a bouleversé le territoire européen, la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Alors que la construction européenne ne concernait que des pays du bloc de l'Ouest, des pays occidentaux, la chute de l'URSS ouvre de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons. Le nombre d'électeurs passe à 240 millions et le nombre d'eurodéputés à 597. Et la participation dans tout ça? À nouveau, son taux global est en baisse. Cependant, il augmente en France et repasse au-dessus des 50%. Le paysage politique est aussi modifié. Bien qu'il reste le parti majoritaire, avec 198 sièges, le Parti socialiste européen perd en puissance, notamment au profit du Parti populaire européen et d'autres formations du centre droit. Selon Henri Labeille, professeur de droit, ces résultats ne sont pas une surprise. La continuité européenne d'un relatif glissement à droite a pour équivalent un désintérêt relatif pour les consultations électorales. Un glissement à droite qui s'accompagne d'une montée en puissance du vote protestataire et eurosceptique qui, on peut donc le constater, ne date pas d'hier. Oui, bien évidemment. Alors, si je me repère bien, on arrive ensuite en 1999, c'est ça? Voilà, tout à fait. On arrive alors à 626 sièges d'eurodéputés représentant les citoyens des 15 pays membres de l'Union. À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Parlement européen a vu ses compétences s'élargir avec désormais un pouvoir d'élaboration des législations et de contrôle sur la Commission européenne. Mais malgré l'extension des prérogatives de l'institution et la tentative de dépolitiser le scrutin, l'intérêt des citoyens s'érode et la participation électorale en 1999 est marquée par une baisse très importante avec un taux global qui passe sous la barre des 50%. Ces résultats apparaissent comme contradictoires. Alors que l'on donne plus de pouvoir au Parlement et aux eurodéputés, les citoyens européens ne s'intéressent et ne se mobilisent pas plus pour ces élections. Bien au contraire. Alors, et le Parti socialiste européen, donc, dans tout ça, il est toujours en position de force à cette époque-là? Et non, pour la première fois depuis 1979, le PPE devient le parti majoritaire avec 53 sièges de plus que le Parti socialiste européen. La composition du PPE s'est élargie en englobant des formations conservatrices ainsi qu'en ralliant le RPR français. Derrière ces deux groupes majoritaires, les libéraux et les écologistes sont aussi en progression. Alors ensuite, on a plusieurs changements pour l'Union européenne, l'arrivée de l'euro et puis l'entrée de nouveaux pays. Est-ce que cela a influencé les résultats des élections? Bien évidemment, rien que pour cela, les élections de 2004 sont un véritable événement historique. Elles consacrent, selon le politologue Michel Hastings, le retour à l'Europe de cette part d'Occident kidnappée le temps d'une guerre froide. Ce sont désormais 732 députés européens qui seront élus par les 352 millions d'électeurs des 25 États membres. Pourtant, et j'ai le sentiment de me répéter, l'abstention continue d'augmenter, y compris et particulièrement au sein des 10 nouveaux États membres. Euh,
des 10 nouveaux États membres, entrés dans l'Union européenne quelques semaines plus tôt. Ce désamour pour ces élections est dû au manque de clarté des enjeux européens, à la technicité des dossiers ou encore aux contraintes institutionnelles qui ne permettent pas au Parlement d'accroître sa visibilité et sa popularité. Par le vote sanction eurosceptique ou l'absence de vote, les électeurs marquent leur désapprobation aux partis nationaux. Lors de notre prochain épisode, nous verrons que le Parlement européen a dû ensuite faire face à une nouvelle épreuve, celle de la crise économique. Affaire à suivre, donc on se retrouve très vite sur Radio BFM. Merci Nicolas. Merci.